Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour a réussi, il y a plus de 10 ans, à mettre un mot sur ses douleurs. Depuis, elle utilise ses réseaux sociaux pour sensibiliser en se livrant sur son quotidien, un récit de vie intime avec l'endométriose, une maladie encore trop peu connue et souvent minimisée. Bonjour Delphine Traoré. Bonjour. Quand je dis que c'est encore une maladie trop peu connue, j'ai quand même l'impression, mais tu vas me dire si oui ou non tu es d'accord avec moi, que par rapport à nos mamans, ou en tout cas la tienne, il y a une différence. Cette maladie, déjà, elle porte un nom. Je ne sais pas s'il y avait un nom avant. En fait, le nom a toujours existé. Dans la littérature scientifique, on avait déjà découvert cette maladie il y a plusieurs siècles. Mais c'est une maladie qui n'était pas au programme de la médecine, je crois, jusqu'en 2020. Donc c'était quelque chose d'assez anecdotique. Donc le mot existe depuis des siècles. Maintenant, le premier diagnostic qui a été posé, je crois, en Occident en tout cas, c'était en 1880 quelque chose, il me semble. Donc c'est pas si récent que ça. Simplement, je pense que c'était pas du tout quelque chose de prise en compte, peut-être par le fait que ce soit une maladie essentiellement féminine, en tout cas qui touche les femmes. Ouais. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce que les femmes s'expriment beaucoup plus et qu'on les écoute beaucoup plus et que même si on ne peut pas toujours les entendre, les réseaux sociaux, la presse, leur fait écho maintenant. Oui, toi, par exemple, tu as choisi de partager ton quotidien, de partager tes difficultés, tes moments de satisfaction ou en tout cas de motivation, ça c'est sûr. Mais comment tu arrives jusqu'au diagnostic ? Il a fallu que tu te battes, toi, avec tes médecins pour qu'ils finissent par y arriver ou pas ? Alors moi, il faut savoir d'abord que j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Je les ai eues très jeune, j'avais 10 ans. C'est jeune. Ouais. Je faisais beaucoup de sport à cette époque-là, de l'athlétisme. Je viens d'une famille de sportifs. Et en fait, mes règles posaient problème pour les compétitions. C'est-à-dire que dès Benjamin, c'est-à-dire 10-11 ans, le fait d'avoir ces règles quand vous avez les triathlons, les championnats départementaux, régionaux, ce genre de choses, même à tout petit niveau, mes règles étaient tellement hémorragiques qu'à 13 ans, on m'a fait consulter un gynécologue pour me faire prendre la pilule. Déjà dès le départ, parce qu'on considérait que ces règles, elles étaient très douloureuses, donc elles impactaient ma performance, mais aussi envahissantes, parce que c'était difficile à gérer. Des règles hémorragiques à 13 ans. Je compatis, parce que je pense qu'on y est toutes passées un jour. Et puis très jeune, dans le sens où moi j'avais une maman qui souffrait aussi de règles douloureuses, mais j'ai découvert les règles dans la douleur, en fait. Et j'ai été sous pilule pendant des années. Et puis, j'ai fait mes études de droit. Ça a amélioré quelque chose, la pilule, ou pas ? Oui. Alors oui, en revanche, ça m'avait déclenché des migraines, des maux de tête, des petites choses comme ça assez inexplicables pour lesquelles on ne faisait pas forcément le lien direct, mais qui en fait étaient liés. Et puis, je ne me posais pas plus de questions que ça. Je continuais mon chemin, je me construisais. Et puis, je suis dans une famille où on se dit tout le temps... Quand on veut, on peut. On n'abandonne pas. La douleur, c'est dans la tête. Parce que ça, c'était quelque chose qui était aussi c'était un peu un mantra familial. Oui, après, quand on est une fille et qu'on est jeune et qu'on exprime une douleur quand on a ses règles, souvent, la première réaction, c'est normal, ma chérie. Et puis ça va passer. Ça va passer. Voilà. Donc, on se construit avec ça, tout simplement. Ouais. Et en fait, à la fin de mes études... on décide de me changer de pilule, un gynécologue, pour des raisons liées à la poitrine. Ça n'a rien à voir avec des douleurs de règles qui étaient plus fortes ou quoi. Et on me met sous une pilule progestative en continu. Donc là, j'ai 23 ans. Et là, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que j'ai des grosses douleurs au ventre, mal à la tête. Et j'ai des règles qui ne s'arrêtent plus pendant 3 mois. Et puis, on finit par me dire, en fait, vous ne supportez pas la pilule du tout. N'en prenez plus. Et là, j'ai 24 ans, d'accord ? Je ne connais pas encore l'homme qui sera plus tard mon mari, mais du coup, on fait attention. J'utilise d'autres moyens de contraception dans ma vie amoureuse. Et puis, je rencontre celui qui allait devenir mon mari. Je travaille, sans pilule, sans rien. Mes règles sont de plus en plus abondantes. Elles durent 15 jours par mois. Elle me donne... Quand même, oui, c'était déjà beaucoup, mais ce n'était pas le pire que j'ai connu après. Mais déjà, 15 jours, c'était beaucoup.
Et puis surtout, je commençais à avoir des infections urinaires et des pyélonéphrite quand ça monte jusqu'au rein et qu'on urine du sang, tous les mois, en même temps que mes règles, en fait. Donc, c'était un peu étrange. Et donc, je fais avec la douleur. Je suis sous antibiotiques tous les mois. Voilà, j'avance. Je me pose pas trop de questions. Et puis voilà, l'amour arrivant, je rencontre mon mari. Au bout d'un an, on se dit, bon, on ferait bien un enfant ensemble. On s'est trouvés. Et à cette époque-là, lui, il était à l'étranger. Moi, j'étais encore en France, je travaillais encore. Et en fait, pour une raison que j'ignore, les douleurs explosent à ce moment-là, vraiment. Le ventre, le dos. C'était comme si, quand j'avais mes règles, c'était comme si on essayait de me sortir l'utérus par voie basse. C'était vraiment hyper douloureux. Et donc, je me mets à consulter. Et donc, un gynécologue qui me dit, bon, oui, des règles douloureuses. Oui, c'est ça. Pas la première, vous ne serez pas la dernière. Un autre, donc je n'ai pas aimé cette façon de me parler. Donc, du coup, j'ai changé de gynécologue. J'en ai vu un autre 1 mois et demi après qui me dit, ah, mais vous avez mal aussi pendant les rapports sexuels? J'ai dit oui. Et puis, je sens comme une grosseur dans le bas-ventre. Enfin, sans rentrer trop dans les détails, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, mes règles, c'est vraiment de pire en pire. Et puis, surtout, je ne tombe pas enceinte non plus. Enfin... Et j'ai pas de contraception. Non, c'est ça. Pas de contraception depuis que je connais mon mari, donc ça fait 1 an. Pas de grossesse du tout dans cette période-là. Et puis, là, ça faisait 6 mois qu'on essayait d'avoir un enfant, pas d'enfant. Donc ça fait 1 an et demi, sans grossesse, sans aucune contraception, sans aucune précaution. Donc ça fait quand même un peu Ou c'est de la chance, ou il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Et c'est... Si l'acte sexuel est normal... Oui, normal, on m'a dit... Enfin... Un jour, un autre médecin qui me dit, où là, je suis déjà diagnostiquée, mais il m'avait dit, mais quelle est la fréquence de vos rapports sexuels? et mon mari était là, à côté, et puis déjà, ça ne lui plaisait pas, ce genre de questions. Et je lui dis, 1 fois par mois. Et puis là, il pouffe de rire, le spécialiste, et il dit, mais vous savez comment on fait les bébés, quand même. Oui, mais c'est douloureux, docteur. Et là, mon mari n'a plus jamais voulu revenir à un rendez-vous avec moi, d'ailleurs. Ça a été terminé pour lui. Il a été choqué. Il a été choqué. Puis si c'était un médecin, donc il y a du respect à avoir, mais n'importe qui d'autre m'aurait dit une chose pareille. Il aurait haussé le ton. Directement. Bah oui, ce serait... Donc pour en revenir à mon diagnostic, c'est vraiment à force... Donc tu changes plusieurs fois de gynécologue. Un qui m'a dit aussi également, ah mais votre compagnon est très grand, il fait plus de 2 mètres, c'est ça, mais il est peut-être... monter proportionnellement à sa taille. La taille de son sexe est peut-être proportionnelle à sa taille. Il faut peut-être qu'il y aille plus doucement. Ce genre de choses. Non, c'est pas le problème. Ou vous êtes peut-être plus douillette que la moyenne. Bref, des réflexions. En veux-tu, en voilà. Ça a duré bien 10 mois. Ou tous les mois, quasiment. Presque 1 an. Presque 1 an. Oui, bien 1 an. 1 an en tout. Où je changeais de gynécologue. J'ai fait plusieurs départements dans banlieue parisienne. J'ai changé de gynécologue à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, j'avais ces genres de réflexions. Et je me sentais ni comprise, ni écoutée, puis parfois même moquée. Et puis surtout, jamais d'examen prescrit, ne serait-ce même qu'une prise de sang, rien, à chaque fois. Et un jour, je retourne voir une gynécologue qui m'avait rembarrée une première fois. J'y retourne et là, j'ai dit non, là, c'est plus possible. Je veux savoir ce qui se passe. Et en fait, je m'énerve vraiment en disant, je suis pas médecin, mais je sens bien que ça va pas. Ouais. Et là, elle me dit, bon, écoutez, on va vous prescrire une petite écho, vous verrez qu'il n'y a rien, et ça vous débloquera, et là, certainement que vous tomberez enceinte, etc. etc. Une femme, hein? Une femme. Une femme d'un certain âge, en plus. Enfin, vraiment, une gynécologue obstétrique qui a accouché et mis au monde des tas d'enfants depuis des dizaines d'années. Et donc, je vais passer cette petite écho, un peu comme une fleur, la fleur au fusil. Et en fait, toi, tu te doutes pas, hein? Absolument pas. Moi, je me dis, peut-être, je misais même plus sur les prises de sang, peut-être un dérèglement hormonal. J'avais quelques vagues connaissances des hormones féminines, donc je me disais, il y a peut-être un déséquilibre, mais absolument pas quelque chose de mécanique, de biologique, et encore moins une pathologie. Et en fait, en faisant cette petite écho, qui est endovaginale, on ne vous prévient pas non plus de tout ça. Ouais, c'est terrible, ça. Ouais. Et c'était surtout hyper douloureux. Et en fait, l'échographe dit, là, à gauche, je vois une zone échogène, 10 cm de diamètre. Je ne sais même pas ce que ça veut dire échogène. Échogène, ça veut dire qu'on ne voit pas à travers, en fait. Donc, une tumeur. Et là, on me dit, là, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Enfin, j'étais vraiment... Mais je serre les dents.
Et on me dit, peut-être que dedans, il doit y avoir des cheveux. Des cheveux? Je me dis, qu'est-ce que c'est qu'une tumeur avec des cheveux? Puis moi, je pense à l'appendicite. J'ai peut-être avalé des cheveux quand j'étais petite. J'ai jamais fait trichotomie, mais peut-être, j'en sais rien. Là, je pense que c'est une dent. Et là, je me dis, là, je me souviendrai quand même si j'avais avalé une dent. C'est pas l'appendicite, en fait, finalement, c'est dans l'ovaire. Donc, effectivement, c'est pas du tout au niveau digestif. Donc, je comprends plus rien. Puis, elle dit, là, peut-être un peu de matière cérébrale. Et là, je comprends plus rien. La matière cérébrale au niveau de mon ventre, de quoi elle me parle, et je pars. Et là, elle me dit, bon, retournez voir vite votre gynécologue, parce que je sais pas comment vous allez pouvoir garder votre appareil reproducteur dans cet état. Oui, dans tout ce que tu me dis là, pour l'instant, je me dis, mon Dieu, mais quelle délicatesse ambiante. Hein. Oui. C'est quand même et puis on vous explique généralisé. Hein. Soit on méprise un peu votre discours, vos douleurs, votre syndrome algique, soit on est dans le déni, soit une fois qu'on trouve quelque chose, on vous balance ça comme ça, on vous explique rien et... Oui, parce qu'une fois sorti de l'écho, il faut avoir le rendez-vous. C'est pas tout de suite. Je vais reprendre le métro. Il était 17h, la gynécologue, son bureau allait fermer. J'essayais d'appeler, pas de secrétaire médical, donc en consultation et tout. Mais moi, il fallait que je l'ai au téléphone. On venait de me dire, parler de mon appareil reproducteur en me disant, vous ne pouvez pas rester avec un appareil reproducteur dans cet état. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ouais. Et là, donc j'arrive à avoir la gynécologue qui me prend entre deux avant de terminer sa journée. Et qui voit effectivement l'image, ouais. L'image, et elle me dit, ah oui, effectivement, donc c'était un tératome, ce qu'on appelle tumeur monstre. En fait, c'est l'équivalent, pour certains diront, un jumeau parasite. C'est-à-dire qu'au lieu, quand ma maman était enceinte, peut-être qu'il y avait un jumeau, une jumelle avec moi, et qu'au lieu de se diviser, on a fusionné. Et ça va sur une gamète du bébé qui reste dans le ventre. Et ça se développe avec le temps, avec des cheveux, des dents, puis ça se remplit de graisse au fur et à mesure des années, pour éviter la torsion de l'ovaire. La nature est bien faite, parce que ça peut être très grave. Ouais. Et sauf qu'en fait, du coup, ça grossit et ça s'alourdit, et c'est là que ça devient douloureux et que ça se sent. Donc mes douleurs venaient beaucoup de là, dans les rapports sexuels. Mais du coup, elle me dit, écoutez, là, effectivement, il va falloir faire une ovarectomie, donc une ablation de l'ovaire. Et puis ça a quand même beaucoup... sur les images, on avait l'impression que ça venait vraiment sur mon utérus, et qu'elle me disait, on verra si on doit vous faire une hystérectomie ou pas. Et là, j'ai 26 ans, je passe, mais vraiment, dans la même semaine, on va vous prescrire une petite écho, vous verrez que c'est dans votre tête, ça vous débloquera, et vous aurez votre enfant, on va vous enlever un ovaire, peut-être même l'utérus, et vous ne serez jamais maman. Dans la même semaine. Et je me dis, et en fait, le hasard de la vie a fait que j'avais dans ma famille le pionnier de la chirurgie endométriosique en France, dans les années 80, il a commencé. C'est le meilleur ami de mon grand-père. D'accord. Et donc, il a accouché ma mère de mon frère, de moi. Et donc, mon père me dit, appelle-le et vois s'il peut t'opérer. Mais moi, je ne connaissais pas l'endométriose, tout ça. Je savais juste que c'était un chirurgien, gynécologue, obstétricien. Et donc, il m'a pris en charge tout de suite. Il m'a dit, ah oui, effectivement, on va retirer ce tératome. Moi, tu verras, non seulement je vais te garder ton ovaire, mais je vais te garder aussi ton utérus. Enfin, vraiment. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Sauf qu'en m'opérant de ce tératome, par célioscopie. Donc, il a découvert que j'étais, comme il a dit, remplie d'endométriose. Et moi, il me dit ça au réveil de l'opération. Donc ça, c'est une semaine après. Ça a été très vite, entre l'écho et... alors que ça faisait plusieurs mois que tu luttais pour avoir un diagnostic et en 10 jours, tout se déclenche. D'un coup, vraiment... je ne savais même pas que j'avais une mutuelle, à combien elle remboursait. Enfin, vraiment, j'ai tout découvert d'un coup à ce moment-là. Et en fait, quand donc à mon réveil, souvent les chirurgiens passent vous voir et vous dire comment ça s'est passé. Donc il vient me voir et il me dit, voilà, il me tutoie. Donc il me dit, tu étais remplie d'endométriose, je m'en suis occupée, ça devrait aller mieux. Mais c'est tout. Et effectivement, un mois après, j'étais enceinte d'Imani, notre fille. Donc il y avait vraiment un lien entre l'endométriose, certainement aussi ce tératome. Et tu avais moins de douleur, là, juste après cette opération? Alors, l'opération est douloureuse en soi, on met un peu de temps à se remettre, mais un mois après, j'avais plus aucune douleur, ni douleur de règles, ni douleur dans les rapports sexuels. Plus aucune. C'était le jour et la nuit. Ça change, ça change la vie. Le jour et la nuit, vraiment. Ça, c'est sûr. Et il pensait que je ne serais pas enceinte avant 6 mois, le temps que mon corps se remette, etc. Et en fait, le mois d'après, oui, tu es tombée enceinte assez vite, ouais. Ouais, mais j'y croyais pas. Je l'ai appris le jour de la Saint-Valentin, 2012. C'était pas... Enfin, j'y croyais pas. J'ai pris un test de grossesse
en me disant, bon, ça sera jamais que le 30e négatif, c'est pas bien grave, je suis plus à ça après. J'ai même pas regardé le résultat et je suis revenue 2 heures après, je l'avais oublié. Et j'ai vu qu'il y avait 2 barres. J'y croyais pas. Et c'était le cas. Mais du coup, moi, on a eu notre fille, j'ai été opérée. On a tout de suite essayé de faire le deuxième très tôt en disant ça a pris du temps pour le premier, donc on va pas attendre trop longtemps. Au bout d'1 an, on a essayé de refaire le deuxième. Mais j'étais vraiment persuadée que tout comme le tératome, l'endométriose, c'était quelque chose dont on s'était occupé et qui reviendrait pas. C'était fini, ouais. Moi, je ne savais pas que c'était une maladie chronique. À l'époque, on est en 2011-2012. Oui, il y a Internet, oui, mais même sur Internet, à l'époque, je me souviens, la première fois que j'ai tapé endométriose, Google m'a suggéré endométriosis, parce qu'il y avait très peu d'articles en français, c'était quasiment que des articles en anglais. Ah ouais. Donc, pour dire à quel point, en environ 10 ans, les choses ont évolué. Maintenant, on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'articles, on peut se renseigner. Mais du coup, voilà, pendant quelques années, on vit une vie où on déménage énormément, donc j'ai pas trop de suivi. Et puis surtout, j'ai un enfant en bas âge et les douleurs reviennent, mais du coup, on me met sous pilule en continu encore une fois, en me disant je me dis que j'ai peut-être des règles douloureuses et puis c'est tout. Mais on m'a encore rien expliqué sur la maladie. Le mot a été lâché, le mot endométriose, mais on ne m'a pas dit que c'était une maladie chronique, du tout. Donc toi, quand tu repars dans la douleur, en fait, tu sais pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. Et puis de nouveau, je repars dans le fait de pas réussir à retomber enceinte. Ouais. Et ça dure des années. Pour le coup, je m'écoute encore moins que quand j'étais jeune, parce que je suis maman. Ah oui. Parce que j'ai un mari qui avait une carrière aussi qui était très prenante, où il fallait être très dispo pour lui, pour que les choses puissent se faire, pour avoir une vie de famille. J'étais un peu le trait d'union. J'étais un peu un outil qui permettait à la vie de famille de se faire malgré une carrière qui sort un peu des métiers battus, standards. Ouais. Voilà. Et donc vraiment, là, c'est mon mental qui prend le dessus, où je m'écoute vraiment pas. Et puis je pense que d'être maman, ça donne une force supplémentaire aussi. Et sauf qu'en fait, on revient en France après quelques années d'expatriation. Et là, je commence à dire à mon mari, bon, mes règles sont vraiment de plus en plus douloureuses. Elles deviennent de plus en plus abondantes, dans le sens où là, je passe quand même à 20 jours de règles sur 30. Donc des cycles courts, 30 jours, enfin normaux, mais assez courts. Et avoir vos règles 20 jours sur 30 en étant malade, hémorragique, à mettre des couches pour incontinence, parce que même les serviettes hygiéniques de nuit, ça ne suffit pas. Ouais. À ne pas pouvoir sortir plus de 15 minutes, 20 minutes pendant vos règles, parce que sinon, c'est des taches, des fuites, et puis les douleurs. Je comprends clairement que là il y a un truc qui va pas. Ouais. Mais ma grand-mère me dit, t'as peut-être eu un fibrome comme moi, tu devrais consulter de nouveau. Bon, bref, donc je consulte, je me dis, j'ai peut-être un fibrome. Je passe des examens, notamment une hystérographie. Quand on vous dit hystérographie, magnifique. Quand on te dit ça, tu penses à quoi? À une radio? Ouais. Pas du tout. C'est une opération? En fait, on te gonfle un ballonnet dans l'utérus. Oh là là, mon Dieu. On te balance un produit comme de l'eau ou par jet pour déboucher tes trompes. Et en fait, c'est vraiment... en fait, j'ai compris ça. Moi, je pensais que c'était une radio. J'arrive et on me dit, vous avez pris un antidouleur avant? Je dis, bah non, on m'a rien prescrit. On m'a rien prescrit, oui. Ah, bah asseyez-vous, on va vous donner un spasfon avant, un petit quart d'heure. OK. Et là, je m'installe, mais ça ressemblait à un bloc opératoire. Je me dis, il est où l'appareil à radio? Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, mais on vous a pas expliqué ce que c'était qu'une hystérographie? C'est votre première fois? Je dis, bah oui, c'est ma première fois. Vous avez mal au ventre? Je dis, bah oui, c'est pour ça que je suis là. Ah, bah, ça va sûrement être douloureux. Et effectivement, j'ai respiré durant l'examen comme quand je suis partie en salle de travail pour accoucher de ma fille. Ah ouais, parce que faire une hystérographie sur un utérus qui, finalement, je l'apprendrai lors de cet examen, est rempli d'adénomiose, c'est-à-dire l'endométriose interne à l'utérus, c'est ignoble comme douleur. Et moi, on ne m'avait pas dit qu'il fallait que c'était une intervention ambulatoire. Enfin, ça a été fait un peu à l'arrache, si je peux me permettre. Et donc, j'avais personne pour me raccompagner. Derrière, j'ai dû conduire pour rentrer chez moi. Enfin, et en fait, c'est grâce à ces examens qui m'ont été prescrits en 2015 que j'ai appris que j'étais en récidive de l'endométriose. Et là, je dis, parce que ça revient. Et qu'en plus, j'avais de l'endométriose interne à l'utérus qui s'appelle l'adénomiose. Souvent, ça arrive aussi quand on a de l'endométriose et qu'on a eu une césarienne. Ça vient de se greffer sur du tissu cicatriciel. Et là, c'est votre utérus qui saigne dans son muscle. Donc, ça fait très, très mal. Donc, il grossit de taille. Il est globuleux. Et il se contracte, il spasme. Voilà. Donc là, j'ai appris que j'étais en récidive et que j'aurais certainement pas de deuxième enfant naturellement.
et que donc on est rentré en parcours PMA pour Ah, avoir le deuxième. oui, parce que, alors, moi, je t'écoute et je me dis, certainement parce que, alors on a dû te le dire 150 fois, quand on est une femme, spontanément, il y a beaucoup de choses que tu décris, qu'on a vécues d'une manière ou d'une autre, qui ressemblent à ça, les questions qu'on peut se poser, enfin j'imagine. Et je me dis, et je t'écoute et je me dis, si j'avais été Delphine, qu'est-ce qui m'aurait le plus inquiétée ? Et effectivement, au-delà de la douleur, parce que je pense que la douleur t'a inquiété, mais sans plus, je comprends que j'aurais pu être un peu comme ça, c'est-à-dire, ok, la douleur finalement, quand on est une fille, on grandit comme ça. Oui. Moi aussi, je suis d'une famille de sportifs. Moi aussi, dans ma famille, la douleur faisait partie de l'effort, On se plaint pas. et l'effort faisait partie du process. Donc, C'est ça, de la construction. la construction, y compris la douleur de l'examen quand il faut passer des examens, parce que j'avais une mère intello, mais du coup, c'était une autre douleur, mais quoi qu'il arrive, c'est la même sensation. Tout à fait. Il y en a une qui est physique et l'autre qui l'est pas, mais ça ressemble. Ah oui, mais ce sont là. Ouais. Et donc je pense force que mentale. Voilà. Et je sais pas. Alors, je pense pas que c'est la douleur qui m'aurait le plus inquiétée. Mais tout de suite, quand je t'écoute, je me dis, toutes les femmes qui veulent avoir des enfants se posent la question de comment leur corps fonctionne. Est-ce que c'est pas ça finalement qui t'a le plus guidée dans ta démarche ? Au-delà de ta douleur perso, est-ce que tu me dis, j'ai eu des rapports sexuels douloureux, mais enfin bon, tu les avais quand même. Oui, c'est Donc, ça. est-ce que c'est pas plutôt la grossesse, enfin en tout cas le désir d'enfant qui t'a Moi, franchement, ce qui m'a vraiment poussée à creuser et justement à brandir, à revendiquer le fait que j'étais sûre qu'il y avait un problème, lequel je l'ignorais. Mais c'est vraiment, oui, le désir d'enfant et de grossesse. Depuis que je suis malade, en fait, je suis maman depuis que je sais que je suis malade. Vraiment, ça coïncide. Ouais. Et la force, l'énergie et peut-être même aussi l'envie de se battre pour que les choses avancent et faire connaître la maladie, elles sont, enfin, tout ce mécanisme en moi est vraiment guidé et dicté par le fait que j'ai une fille qui est adolescente et que je suis maman et que je pense honnêtement que, alors c'est une maladie qui est plurifactorielle, il y a des pans environnementaux qui font qu'on peut l'attraper, mais aussi héréditaire. Maintenant, quand je revois ma maman très très maigre avec son ventre gonflé et ses règles hémorragiques, je comprends que elle avait un endobélie, ce qu'on appelle un endobélie, qui est un ventre de femme enceinte alors qu'elle ne l'est pas, très très maigre, qui souffrait. Je me dis, mais voilà, elle avait certainement la même maladie en l'ignorant, donc elle n'a pas pu m'en parler, donc elle n'a pas pu veiller sur moi aussi à ce niveau-là. Les choses ont avancé sur la connaissance de la maladie et la connaissance de la maladie du grand public également. Et ça nous permet aussi maintenant à nous, les mamans qui sommes atteintes d'endométriose, à surveiller nos filles, à veiller sur elles et à essayer de les aider mieux que ce qu'ont pu faire nos mamans, nos grands-mères, etc. Est-ce que mentalement, psychologiquement, il y a eu des moments, j'imagine que oui, mais il y a eu des moments où tu as été découragée, inquiète. Ce que je veux dire, c'est comment on fait face à quelque chose qu'on a en soi et dont qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors moi, oui, justement. Tu disais tout à l'heure en présentation que j'en parlais beaucoup sur les réseaux sociaux de la maladie. Il faut savoir que ce compte sur lequel j'en parle beaucoup, qui est sur Instagram, je l'ai ouvert en 2020. Je ne suis pas sur Instagram depuis 2020, je suis depuis bien plus longtemps, mais j'étais en compte privé. J'ai fait une dépression en 2020. Pendant le Covid, en fait, je devais me faire réopérer de l'endométriose en avril 2020. Et patatrac. Exactement. Et là, tu comprends que ça ne va pas se régler tout de suite. Ça ne va pas se régler, on est confinés, il n'y a plus de médecins. Et on nous dit, à un moment donné, il y a une rumeur qui dit « ne prenez pas trop d'anti-inflammatoires, ça peut aggraver des formes simples du Covid ». Et moi, je me retrouve avec c'est comme une plaie béante qu'on frotte avec du gravier. C'est-à-dire que j'ai mes douleurs, je dois me faire opérer, je ne peux pas me faire opérer et je ne peux même pas prendre d'antidouleur. Et là, je me retrouve toute nue avec ma maladie, enfermée. Et en fait, je pense que des années et des années de douleur, de souffrance à tenir, j'ai craqué. J'ai fait des crises d'angoisse et j'ai fait une dépression. Et en fait, j'ai passé, moi, l'année 2020, avant justement l'opération qui a finalement eu lieu en octobre. Donc, j'ai passé 4 mois en dépression, à perdre presque 20 kilos et à plus savoir à quoi rimer cette vie que j'essayais de mener.
Parce que la douleur, parce que pas d'issue, pas de solution, parce que souffrir 24 heures sur 24 à ne pas pouvoir en dormir, c'est pas une vie. Et au bout d'un moment, ça affecte forcément le mental. Même si vous vous dites que vous êtes forte, même si vous vous montrez, vous pouvez prouver au monde entier que vous l'êtes. À un moment donné, vous n'êtes pas une machine et ça peut craquer. Il y a vraiment un volet psychologique dont il faut parler, parce que heureusement que ma tête n'a pas craqué avant, parce qu'il y avait des tas de choses à faire et tout. Mais en 2020, je me suis dit, je vais tout perdre. Parce que je ne maîtrisais pas. Je savais que les palpitations, je les avais. Cette difficulté à respirer, je l'avais. Mais c'était vraiment ma tête qui dictait ça. J'ai craqué, c'est-à-dire comme un burn-out, mais vraiment lié aux douleurs. Mon cerveau ne pouvait plus supporter la douleur. Ouais, Et je me suis dit, ma fille me voit dans cet état. Elle avait 7 ans à l'époque. Mon mari est enfermé avec moi, me voit comme ça. Mais je vais tout perdre. Je vais abîmer ma fille. Je vais faire fuir mon mari. Je deviens folle. Enfin, vraiment, Et donc, j'ai commencé à consulter, tout simplement. Alors, consulter en visio? Alors, ça a commencé en visio. Et oui, parce que c'est le confinement, tu l'as dit. Exactement. Donc, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas consulter en personne. C'est ça. Donc, tu trouves, et puis on trouve quand même des oreilles... Un peu de tout. Un peu de tout, parce qu'on prend le premier psychologue disponible sur Doctolib en visio. Il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Donc, c'était en plus... on se débrouillait. Puis après, il fallait aller en pharmacie, prendre... moi, on m'avait prescrit des antidépresseurs que je ne supportais pas. Donc, à chaque fois, il fallait que je reprenne un rendez-vous pour changer de molécule. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, en fait, un mois après, quand le confinement a été levé, mes seules sorties, c'était d'aller justement chez un psychiatre. Oui. Il y a quand même une différence entre le psychologue et le psychiatre. Et là, quand on est en vrai burn-out, quand on a ce besoin de consulter, c'est un médecin. Oui, j'ai été voir un médecin parce que j'ai fait une crise d'angoisse. Et là, j'ai vu ma fille, j'ai vu mon mari. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas continuer à leur faire vivre ça. Encore une fois, c'est le fait d'être maman, je crois, encore une fois, qui m'a poussée à l'acte, où j'ai pris ma petite voiture avec une attestation pour pouvoir sortir. Et je suis allée directement à l'hôpital psychiatrique de Strasbourg pour qu'on m'enferme. Ah ouais. Alors, ils ne m'ont pas gardée. Ils m'ont dit, non, mais vous allez vous trouvez un médecin en ville, vous inquiétez pas. J'ai expliqué, j'ai tout déballé en 1 heure ce qui m'arrivait. On m'a dit, mais c'est normal. Vous n'avez pas de trouble mental. Vous n'êtes pas folle. Vous n'avez pas juste besoin. À bout. Voilà, vous êtes juste à bout, on va vous aider. Et en fait, effectivement, on m'a aidé. On m'a aidé à comprendre que d'encaisser la douleur sur le long terme, c'est pas possible, même pour le cerveau. Et oui, c'est pas juste une question de contrôle, Delphine. C'est ça ce que tu expliques. C'est que tu peux mentalement, toi, imaginer que tu vas contrôler ta faculté à supporter la douleur. Et en fait, il y a un moment donné où c'est pas un choix. Non, c'est plus un choix, exactement. Voilà. C'est pas une question de volonté. C'est plus. On a dépassé tout ça. Mais quand on est d'une famille qui souffre ou qui supporte la douleur ou etc. On a tendance à penser que c'est une défaillance de ne pas pouvoir supporter. Une faiblesse. Une faiblesse. Et de toute façon, la société, même au-delà de la famille, la société a tendance à renvoyer cette image-là. Ouais. À partir du moment où... moi, j'ai un exemple, par exemple, dans mon cas particulier. Pour diagnostiquer l'endométriose, en général, on vous prescrit une échographie, puis une IRM pelvienne. Je n'ai pas été opérée qu'une fois d'endométriose, j'ai été opérée plusieurs fois, sur plusieurs années. Donc ça peut dire plusieurs fois dans l'utérus, plusieurs fois dans les ovaires. Exactement. Plusieurs fois. Et dans le ventre, c'est-à-dire au niveau de la vessie, du côlon sigmoïde, des reins, des uretères, tout ce qui se trouve dans le bas-ventre. Et donc à chaque fois, c'est des gestes opératoires à l'intérieur. Puis en plus, c'est l'opération endométriose, on brûle des lésions. Donc après, il faut que les brûlures se réparent à l'intérieur. Ouais, c'est douloureux. Mais ça aide, c'est vrai. Et en fait, donc pour diagnostiquer la maladie ou sa récidive et voir son étendue, où elle se trouve, sur quels organes, on vous fait souvent des IRM pelviennes. On vous fait passer des IRM pelviennes. Et moi, j'ai une particularité, c'est que lors des IRM pelviennes, on voit très peu de lésions à mon sujet. Donc à chaque fois, comparé à mes douleurs, quand je me décide à consulter le chirurgien, c'est que vraiment, je n'y arrive plus. Comparé à ce qu'il me disait, mon syndromalgique, ma douleur, mes lésions, vues aux imageries, sont minimes. Elles ne sont pas en rapport, oui. Donc, elles ne justifient pas forcément qu'on opère. On vous met en pilule en continu ou en ménopause artificielle, une injection 3 ou 6 mois. Pas facile à supporter forcément, mais
Ça justifie pas forcément un geste chirurgical. Et en fait, par instinct, par flair, ce chirurgien, un jour, m'a dit « Je t'opère quand même, on va aller voir ce qui se passe ». Parce que souvent, en imagerie, et on ne sait pas pourquoi, on ne le voit pas bien. Il y a des endométrioses qui ne se voient pas bien, voire pas du tout. Et il n'y a que la célioscopie qui permet de soit poser le diagnostic, soit justement... faire l'acte, ouais. Exactement. Et donc... il t'opère malgré tout. Il m'opère malgré tout. Et en fait, c'est en 2017, oui. Cette deuxième opération, j'avais l'utérus qui était venu se fixer sur la paroi grand droit, enfin, des abdominaux, et avec les ovaires. Et donc, tout était en torsion. Et ça ne se voyait pas en imagerie. Et j'avais les ovaires qui étaient collés à la vessie. Ça ne se voyait pas en imagerie. Et ça, donc, il y a les photos, il y a le compte-rendu opératoire. C'est vrai, c'est le cas, c'est un fait. Donc, encore une fois, vous avez une imagerie, on vous dit il n'y a pas grand-chose comparé à vos douleurs. Et il faut qu'on vous opère pour qu'on dise « Ah si, quand même ». Et ça, c'est assez mystérieux. Les médecins n'expliquent pas encore... ils ne savent pas encore pourquoi. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Ouais. On nous appelle des patients de pochette surprise. Voilà. C'est un peu cynique quand même. Mais non, mais je me dis... malgré tout, hein, dans ce tunnel, hein, puisque justement on parlait de tunnel à un moment donné, dans ce tunnel, il y a quand même eu sur ta route des gens qui sont passés à travers la fumée, quoi. Hein. Il y a eu ce premier chirurgien ami de ton grand-père qui a quand même... J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, fait quelque chose. Il y a eu cette gynécologue qui, malgré le fait qu'elle pensait que tu n'avais rien, elle a quand même, à un moment donné... T'as quand même prescrit l'échographie. Tu as remarqué comme ça tient à pas grand-chose à chaque fois. Moi c'est exactement la réflexion que je me fais, à savoir que dans mon parcours, qui est semé d'embûches, j'ai quand même toujours eu soit une bonne étoile, soit la personne au bon moment qui fait toute la différence. Oui, on peut se dire aussi que finalement, tous ces gens, même s'ils ont une opinion personnelle, leur vocation reprend le dessus. Exactement, le côté médical et scientifique fait que... et puis justement, le fait d'écouter aussi la patiente, mine de rien, sur une pathologie dont on ne connaît pas encore tous les contours. Parce que, mine de rien, même quand on est spécialiste de l'endométriose en France dans les années 2010, c'est encore pas forcément... Est-ce que tu penses que ton cas a documenté la profession? Oui, parce que justement, mon chirurgien qui est maintenant décédé... riait à chaque fois de se dire, à chaque fois que je vais montrer telle ou telle lésion, que je demande à ma secrétaire de me sortir des belles photos de telle opération, de telle lésion pour des séminaires ou des colloques scientifiques, à chaque fois, je tombe sur ton nom. À chaque fois, tu as des belles photos d'opérations. Donc, je sais que il intervenait dans énormément de colloques avec des confrères spécialistes de l'endométriose partout en Europe. Donc les spécialistes de divers pays européens qui se rassemblaient pour discuter de la maladie. Enfin, ils le font toujours, hein, bien entendu. Enfin, il le faisait lui. Et donc, à chaque fois qu'il voulait illustrer son propos, bien souvent, il s'agissait des photos de mon opération et de mon cas. Et c'est justement, il en parlait aussi pour le fait qu'on ne voyait pas toutes les lésions aux imageries médicales et qu'il y a certaines patientes... C'est certainement une singularité, ou en tout cas... Ça doit être certainement une des difficultés majeures du diagnostic et du suivi d'une patiente comme toi. Il doit y en avoir d'autres. C'est que si on voit rien à l'image, il faut faire un acte chirurgical à chaque fois. C'est compliqué quand même. C'est sûr. Et même soi, quand on commence à le comprendre, parce que donc ça, c'était ma deuxième opération qui m'a valu ce surnom. Donc on a commencé à me le donner. Mais c'était que, entre guillemets, ma deuxième opération. J'en ai eu d'autres après. Et à chaque fois, on se demande, est-ce que la douleur vaut la peine de repasser au bloc opératoire. Donc même soit en tant que patiente, on se dit, est-ce que je réessaye pas de refaire une ménopause artificielle, même si je la vis mal, mais pour un peu calmer les choses, et peut-être que pour repousser à chaque fois le fait de repasser sur la table d'opération. Parce que c'est pas un traitement non plus. Non, c'est pas un traitement, c'est un acte. C'est comme, franchement, ça ressemble à, il y a quelque chose qui pousse, on le coupe, mais il va repousser, quoi. En fait, on le brûle en plus. Donc, on le brûle, et c'est un geste qui peut être particulièrement douloureux, et j'ai pas envie de faire peur en disant ça, mais qui peut aussi être dangereux. En 2020, justement, quand je me fais opérer en octobre, j'ai plus d'autre choix que de passer par l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus. Donc cette opération en 2020 qui avait été reportée, donc en octobre,
Voilà, on me dit, à 35 ans, j'ai dû lutter pour qu'on me retire l'utérus. Hein. On me disait, 35 ans, encore en âge de procréer, pour y regretter. Non, je suis maman, j'ai essayé pendant 8 ans d'avoir un deuxième. Mon utérus est malade, il me fait souffrir, il m'empêche d'être une bonne maman, il m'empêche d'être la femme que je veux. Non, c'est bon, merci à lui, il a fait un bon travail, mais là, ça suffit. Donc j'ai dû un peu lutter face à des hommes qui me disaient, c'est trop jeune, 35 ans. Pour savoir ou non si on veut encore un enfant ou pas. Mais moi, je savais mieux. C'était mon cas, donc personnel. Oui, c'est compliqué. Et donc, cette opération, qui devait justement, encore une fois, brûler les lésions d'endométriose et retirer mon utérus, c'est très mal passé. En 2020, elle devait être assez rapide. C'est pas très long, hein, les opérations d'endométriose, quand on sait à peu près où on va. Mais là, quand on ne sait pas, parce qu'en imagerie, on ne sait pas où ça se trouve, où on ne voit pas tout, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, pour retirer mon utérus et brûler ces lésions-là, il y a eu beaucoup plus de travail que prévu et de spécialités à engager qui n'étaient pas... Il aurait fallu un urologue et un gastro-entérologue en assistance en plus de du gynéco, qui n'était pas là, qui est allé quand même. Et j'ai fait une hémorragie, enfin bref, failli mourir sur la table d'opération. Mais ce qui s'est surtout passé, c'est qu'on m'a brûlé la vessie, brûler un urtère, brûler un rein, enfin en gros, et qu'on s'en est pas rendu compte. Ce qui fait qu'on m'a refermé. Avec les brûlures à l'intérieur, ouais. Sauf qu'une brûlure, quand on n'arrête pas une brûlure, elle progresse, ouais. Donc on m'a brûlé la vessie, au final la vessie elle s'est perforée, j'ai uriné dans mon ventre pendant 1 mois, je suis rentrée en septicémie, j'ai perdu un rein, enfin bref. Et j'ai passé 1 an en 2020 à passer au bloc pour... me faire réopérer de cette vessie et pour avoir sauvé un rein. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Ouais, on s'y attend pas, ouais. On pense à une maladie qui donne des règles douloureuses, mais on s'imagine pas que ça peut aller toucher, enfin, que les lésions peuvent se mettre sur d'autres organes. Ouais. Et le problème, c'est que quand on opère et qu'il n'y a pas d'autre choix que d'opérer, il faut brûler ces lésions. Sauf qu'elles sont dans des endroits où il y a énormément de nerfs, et d'autres organes. Et donc, le risque, à quelques millimètres près, parfois, c'est d'endommager ces organes et de brûler des nerfs et faire en sorte si vous touchez certains nerfs, vous ne pouvez plus uriner, vous ne pouvez plus aller à la selle non plus. Enfin, c'est compliqué aussi. Et du coup, c'est pas sans risque. Et quand j'y repense, à chaque fois, je me dis, ça valait le coup de faire cette opération, mais qu'est-ce que ça a été rude après, vraiment. Et oui, ça ne s'arrête pas. Pardon si j'utilise des mots assez basiques, hein, mais ça ne s'arrête pas à ça. Non. Parce que c'est déjà quelque chose d'important. Le fait d'avoir cette maladie, c'est déjà quelque chose d'important. Mais en fait, ça ne s'arrête pas, la maladie. Exactement. Les conséquences sont très invasives, en fait. Très invasives. Et puis, par exemple, pour mon cas qui a touché la vessie, parce que j'avais des lésions sur les urtères et autour de la vessie. Donc, il a fallu aller par là. Et le geste chirurgical a fait qu'il y a eu des complications. OK. Mais il faut savoir que moi, quand j'avais avant de cette opération et quand justement j'ai eu cette période de crise où je ne supportais plus la douleur tellement elle était importante, j'urinais du sang tout le temps, et ça faisait comme une pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection de rein tout le temps, donc une douleur avec de la fièvre. Et en fait, c'est pas, il y a les règles douloureuses, mais il y a aussi tous ces organes dans le bas-ventre qui vous font mal et qui ne fonctionnent plus correctement. Ouais. C'est ça aussi que ça implique. Alors, on a évoqué la difficulté mentale. Est-ce que tu disais, je ne peux pas être la maman que je veux, je ne peux pas être l'épouse ou la femme que je veux. Est-ce que ça t'a... Est-ce que ça aussi, ça t'a poussé à essayer de le partager? Est-ce que tu as cherché à savoir s'il y en avait d'autres dans ton cas? Oui. Justement, quand j'ai commencé à en parler, parce que c'était en 2020... j'ouvre ce petit compte Instagram 1 semaine avant mon opération du mois d'octobre, vraiment. Et je me dis, je vais parler de ça et je vais montrer. C'est-à-dire, je vais montrer les moments où ça va mal, je vais montrer les opérations, je vais montrer les rendez-vous médicaux et je vais expliquer à mon petit niveau à quoi ça ressemble de vivre la vie d'une patiente qui souffre d'endométriose, sachant qu'il y a plein d'endométrioses différentes. Je vais montrer la mienne. Et en fait, j'avais ce besoin de comprendre et j'avais aussi ce besoin d'échanger.
C'est-à-dire que quand on est atteinte de cette maladie, c'est quand même une maladie qui touche aux règles, qui touche aux... c'est l'intimité féminine, vraiment, dans ce qu'elle a de plus complexe. Hein. Et c'est difficile, même entre amis, même avec des copines, de parler de ça. C'est très particulier. Et donc, j'avais ce besoin de pouvoir échanger pour comprendre la maladie, mais aussi pour me rassurer. Me dire, voilà, moi, je passe par là, il y a une autre fille qui est atteinte aussi d'endométriose, qui a eu tel parcours. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. J'ai appris beaucoup au contact des autres patientes. Et on est devenus... Je me suis fait des amis aussi grâce à mon réseau social qui m'a mis en contact avec des filles qui sont venues me parler. Ça a marché tout de suite ? Ah ouais, tout de suite. J'ai pas compris d'ailleurs. J'ai pas compris parce que c'était... Je m'étais dit, je vais faire ça un peu comme un petit blog personnel à mon petit niveau. Et puis l'endométriose, bon, ça touche des gens, mais c'est pas non plus... Mais je ne savais pas à quel point ça touchait le nombre de femmes qui pouvaient être concernées, y compris dans mon entourage. C'est-à-dire même des filles qui m'ont retrouvée, avec qui j'étais en école primaire, que j'ai perdu de vue depuis 20 ans, qui sont venues me parler en me disant « Tu te souviens de moi ? Moi aussi, je souffre. » Et là, en fait, je me suis dit, entre nous, on n'en parle pas parce qu'on n'ose pas. Et mais parce qu'on en revient... Tu vois, Delphine, je t'écoute et on en revient toujours à la même chose. Moi, je suis une femme, j'ai grandi comme une jeune fille. Et combien de fois j'ai dit « Je m'allais au ventre ». Ah ben, c'est tes règles, hein. Voilà. C'est tes règles. Tu sais, il faut souffrir pour être une femme. Oui, pourquoi est-ce que ces mots-là sont toujours juxtaposés ? Pourquoi tu peux me dire qu'il faut souffrir pour être une femme ? C'est pas normal. Enfin, justement, Geneviève, il y a aussi autre chose qui me fait rebondir à ce que tu dis. C'est qu'est-ce que tu penses justement de ces femmes ? Moi, j'ai beaucoup de solidarité féminine. Je suis empreinte de sororité. Je me dis qu'il faut qu'on se soutienne entre nous, qu'on s'aide, qu'on s'écoute, voilà, et qu'on se batte peut-être même parfois ensemble. Et je me suis justement, de par le fait que j'en parle sur les réseaux sociaux, j'ai eu affaire à des femmes qui commentaient ou qui m'écrivaient, qui me disaient « Mais bon, ça va, moi aussi j'ai mes règles, moi aussi j'ai mal, ça va. » Et qui minimisaient justement la parole des femmes qui souffrent d'endométriose. Alors, il y a les règles qui peuvent être douloureuses, c'est vrai. Des règles qui ne sont pas pathologiques, mais qui peuvent quand même être douloureuses. Elle est réglée déjà ? Oui. Elle est réglée. Alors, comme je disais précédemment, je la surveille comme une laisse sur le feu, mais vraiment, c'est ça. Et en même temps, je ne veux pas lui transmettre mon anxiété. Enfin, c'est un peu compliqué. Je marche un peu sur un fil parfois. Mais alors, tout le monde me dit qu'elle ressemble beaucoup à son papa. Et c'est vrai. Physiquement, forme des mains, des doigts de pied, tâche de naissance, elle a tout pris de son papa. Elle a vu beaucoup de ma maladie. Parce que le sang, quand on a une hémorragie et qu'on est à la maison, on peut pas le cacher. On peut même pas le cacher à son enfant de 4-5 ans, malheureusement. Non. Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait, mais j'ai pas réussi. Et donc, très tôt, j'ai dû lui expliquer, parce que c'était avec les règles, et qu'un jour, elle les aurait aussi, mais que, attention, maman, c'est pas des règles normales, naturelles, comme toutes les femmes ont sur Terre. Ce sont des règles malades, parce que maman, elle a une maladie, et que elle, ça serait pas son cas. Et que, de toute façon, enfin, voilà. Sauf que quand elle a commencé à grandir, à rentrer dans la préadolescence, puis l'adolescence avec les premières règles qui arrivent, moi, forcément, je me suis dit, j'espère que la seule chose qu'elle aurait visiblement pris de moi, ce sera... Enfin, j'espère que la seule chose qu'elle a pris de moi, ça va pas être ça. C'est ça. Mais du coup, je la surveille. On lui a fait passer aussi une imagerie à Monaco pour vérifier, parce qu'elle a quand même des règles abondantes, sans vouloir trop rentrer dans son intimité. Mais voilà, quand j'ai eu un doute, j'ai dit, voilà, c'est jeune, mais on va aller au meilleur endroit possible pour aller vérifier en titre préventif. Avec mon parcours à moi, je pense que c'est pas non plus trop abusé de le faire. Et tout va bien. Je touche du bois. Oui, c'était... parce que là, on parle d'Imani, mais il faut parler d'Ali aussi, hein, donc l'homme qui partage ta vie depuis toutes ces années. Ouais. Je me dis, sans vouloir être indiscrète, mais je me dis, dans un couple... l'endométriose doit prendre une place énorme. Honnêtement, j'aurais jamais pu imaginer que ma vie de couple, dans l'intimité, ressemblerait à celle-ci aujourd'hui, quand je l'ai rencontrée. Et que j'avais 25 ans et que tout était encore plus ou moins sous contrôle au niveau de la maladie, que c'était pas encore... Moi, aujourd'hui, c'est pas pour lui rendre un hommage, hein. Il n'y a pas besoin de moi pour... Mais j'ai énormément de chance de partager ma vie avec Ali parce que, alors, comme beaucoup d'hommes, il a ses défauts, il a ses moments, il est ce qu'il est. Mais purée, quelle chance j'ai d'être avec un homme qui n'est pas parti en courant, déjà, pour commencer.
d'être avec un homme qui a essayé de comprendre ce qui se passait à mes côtés. C'est-à-dire qu'il s'est aussi posé les mêmes questions que moi, qui a essayé d'en apprendre plus, et puis... qui t'a accompagné. Qui m'a accompagnée, et puis qui, comment dire, qui n'a pas la vie sexuelle qu'il mérite non plus. Parce qu'on ne va pas se le cacher, je ne suis pas l'épouse qui a la vie sexuelle la plus active de la Côte d'Azur. Et pour moi, c'est une vraie source de culpabilité. Et pour lui, qui justement sait qu'il y a des douleurs pendant les rapports sexuels, il est hors de question de me faire mal dans sa tête. Et donc, forcément, la vie sexuelle, elle est impactée. Elle est très, très impactée. Très, très impactée. Et c'est une maladie de femme, mais c'est aussi une maladie de couple. Et honnêtement, à part, alors j'ai consulté des gynécologues et on m'a dit il faut faire du yoga, vous détendre. Oui, on en revient toujours. Voilà, c'est toujours ça. On en revient toujours à. C'est aussi un peu nerveux, hein. Décrispez-vous, ça va aller. Non, mais non. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas une question d'être crispée. Je suis pas du tout crispée. Moi, j'ai des amis, des connaissances aussi, qui se sont retrouvés quittés après des enfants, en ayant été mariés avec des enfants, et qui, par manque d'activité sexuelle, ont vu leur mari partir. Donc des divorces. C'est une maladie qui peut causer des divorces. Ou qui peut pousser au viol conjugal. Ça, c'est une réalité. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des douleurs lors des rapports sexuels, mais on ne tire pas le fil assez loin, je trouve. Oui, parce que ça implique tu parlais tout à l'heure de supporter la douleur ou de la gérer, de la contrôler. Et j'imagine que dans ces moments-là aussi, on peut développer, alors pas une aversion, mais quand on sait que quelque chose va nous faire mal, on n'en a pas envie, quoi. Exactement. Et c'est humain. Enfin, je veux dire, quelle est la personne qui peut avoir envie de se faire mal ? On n'est pas maso, enfin pas tous. Surtout quand on a connu l'époque où ça faisait pas mal. C'est ça. Et que en fait. Oui, parce que quand même, il y a eu une période où tu as pu avoir des rapports sexuels qui n'étaient pas douloureux. Moi, je pense vraiment que la pilule en continu pendant des années, alors elle a masqué la maladie, c'est vrai, mais elle m'a permis d'avoir une vie sexuelle existante, mine de rien, et à découvrir la sexualité. C'est ça. Sans cette douleur que je connais maintenant depuis 10-15 ans. Parce que dans une tête bien faite et très bien faite, Delphine, quand même, associer sexualité à douleur, ça doit poser d'autres problèmes. Hein. Ah, mais complètement. Voilà, parce que c'est quand même l'essence de la vie. Oui. Donc, sans parler de procréation, c'est quand même l'essence de la vie. Tout à fait. La relation. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Et puis, ça doit poser d'autres problèmes. Et puis, honnêtement, je pense qu'il y a une mécanique aussi, avec la libido. La libido, elle disparaît complètement. Et c'est pas qu'on soit en couple ou pas, ou marié ou pas, depuis 1 an comme 20 ans, c'est pas lié à la personne que vous avez en face de vous. C'est pas lié ni à vos sentiments, ni au fait qu'il n'y ait plus d'attirance physique ou quoi. C'est ça. C'est que, moi, dans mon cas en particulier, alors je sais pas, il y aura peut-être d'autres femmes qui se reconnaîtront, mais moi, la sexualité est inexistante dans ma tête. C'est pas quelque chose, c'est pas un sujet auquel je pense. C'est pas quelque chose qui me donne envie. J'y pense même pas. C'est-à-dire, si je me dis pas, mince quand même, depuis combien de temps j'ai pas eu de rapport sexuel ? J'y pense pas. Si j'étais célibataire là et que j'étais pas donc en couple avec un homme, je me poserais même pas la question. C'est très particulier. Du coup, ce que j'ai envie de te demander, c'est comment on fait son équilibre alors ? Parce que on a tous, dans nos réflexions personnelles, profondes, intimes, on a tous et toutes des choses qui nous intéressent. La sexualité, c'est une chose, parce que ça fait partie de notre équilibre, mais il y en a d'autres. Oui. Comment on équilibre tout ça ? Parce que tu dis, j'y pense pas, mais donc, d'où vient... j'ai envie de te poser la question, c'est d'où vient le plaisir ? Du coup, parce que c'est une source, ça devrait être une source de plaisir. Oui, alors au niveau de la sexualité, ou en général ? En général. En général. Bon, déjà, je vais commencer par terminer sur le sujet de la sexualité, comme ça je pourrais... passer sur le reste. Sexualité, il n'y a pas que la pénétration. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas, dans le sens où beaucoup de femmes se disent mais on n'est pas obligé de passer par là. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui peut aider, on va dire. Et ensuite, en fait, les plaisirs de la vie, moi, je les retrouve dans plein de petites choses simples qui m'appartiennent, qui ne sont pas forcément les plus
productive professionnellement et voilà. Mais voilà, j'ai toujours eu une fibre artistique, donc je peins, je dessine, j'écris, mais depuis que je suis toute petite, et je suis revenue à ces premières amours en allant mal, justement, en étant un peu enfermée à la maison. Ouais. Je suis revenue vers ces petites activités qui me font du bien, qui me font une introspection, et puis surtout, l'écriture chez moi elle a ce pouvoir d'ordonner sur une page ce qui est emmêlé dans ma tête. Et après, je suis très très fière de ce joli texte que j'ai écrit qui veut dire tout ce que je veux, tout ce que je pense. Et puis surtout, voilà, des petites choses simples de la vie. Moi, tout à l'heure, je suis venue, c'était les bouchons, il y avait un grand soleil sur la route du bord de mer. Ouais. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Je crois que quand on est malade, de toute façon, et qu'on souffre régulièrement, souvent et sur le long terme, on apprend, justement, pour pas devenir aigri, pour pas devenir une espèce de boule de nerfs qui est en colère contre la terre entière et qui se trompe de combat en s'en prenant à tout ce qui bouge, on apprend à apprécier plein de petites choses toutes simples de la vie. Moi, vraiment... Parce qu'aujourd'hui, Delphine, pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question, tu es définitivement malade? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de guérison? C'est une bonne question. Pendant des années, on m'a dit... Alors, il faut savoir que l'hystérectomie ne guérit pas de l'endométriose. Ouais, c'est ça, hein, c'était un peu en creux, c'était un peu un des éléments sur lesquels je m'interrogeais. J'ai eu une hystérectomie, donc une ablation de l'utérus, parce que j'avais une adénomiose, donc cette partie-là, très, très, très avancée, avancée et très, très handicapante. C'est vraiment pour ça. Donc, c'est pour supprimer l'adénomiose, mais pas du tout l'endométriose. Donc, j'ai encore des cycles, vu que j'ai toujours des ovaires, donc encore des hormones féminine, et donc toujours de l'endométriose. Ouais. Donc je n'ai plus de flux, plus de sang, mais j'ai toujours des cycles et donc des règles. Et donc j'ai toujours des périodes de crise, que ce soit période d'ovulation, période de menstruation, SPM. J'ai toujours ces douleurs-là. Et on m'avait dit, et c'est en train d'être remis en question, que normalement ça devait disparaître avec la ménopause naturelle. Ouais. Alors moi j'ai connu la ménopause artificielle, qui n'est pas un cadeau, parce que c'est d'un coup, comme ça, alors que c'est un processus qui vient sur plusieurs années, normalement. Ouais. Donc c'est assez violent, la ménopause artificielle. Et là, on est en train de dire que, finalement, il y a encore des endométrioses qui perdurent après la ménopause naturelle. Il va falloir trouver des solutions, parce que moi, je ne suis pas guérie. Je suis même clairement en récidive, sans réponse immédiate à mes problèmes, pour l'instant. Oui, parce que la médecine avance, mais pas tant que ça quand même. Hein. Exactement, on avance beaucoup en termes de communication, on explique de plus en plus la maladie. Ce qui est aussi une chose qui est très bien aussi, c'est que l'errance médicale et les diagnostics se font de mieux en mieux, et c'est une vraie chance. Parce qu'effectivement, je crois il y a encore 2-3 ans, c'était 7 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiqué de l'endométriose. Oui, c'est ce que j'ai lu quelque part. J'ai lu que généralement, le cycle du diagnostic de l'endométriose, c'était 7 ans. C'est ça. Et je me suis dit, c'est dingue. Mais 7 ans, mon Dieu. C'est toute une jeunesse. C'est toute une jeunesse. C'est toute une vie de femme. Et ça veut dire, pour avoir été jeune aussi, ça veut dire un quotidien. Parce que les gens, 7 ans, ça veut dire 7 ans, c'est à raison d'un cycle par mois. Voilà, c'est 12 cycles par an. De multiplication, là. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, ce que je suis en train de penser. Justement, ce qui me met en colère, si j'ai le droit de l'être, mais en tant que patiente et en tant que femme, je m'octroie le droit de l'être un petit peu. Oui, tu as tous les trois, ça c'est sûr. Moi, je trouve que là, alors, il y a beaucoup de... La recherche essaye d'avancer, il y a beaucoup de travaux en cours, j'en doute pas. Mais une fois qu'on est diagnostiqué, qu'est-ce qui se passe après ? Quelle est la réponse ? On sait qu'il n'y a pas de traitement. Alors on nous dit, oui, mais maintenant, les gynécologues connaissent de mieux en mieux la maladie. Les gynécologues apprennent encore beaucoup des patientes qu'ils reçoivent. C'est un peu un conte parfois, quand on cherche des réponses soi-même. Et puis surtout, on nous dit, oui, mais alors il faut faire du yoga, manger un anti-inflammatoire, prendre des compléments alimentaires, plein de choses qui sont ni remboursées par la sécurité sociale, qui sont du ressort de la médecine alternative. Il n'y a pas encore de prise en charge médicale. Donc être diagnostiqué, c'est une bonne chose, mais derrière, c'est un peu laissé dans un... on laisse les femmes dans leur situation avec leur diagnostic, sans forcément les aider derrière.
Je comprends quand tu me dis on les aide pas derrière, et en même temps je me dis est-ce qu'on en a les moyens? Parce que si là aujourd'hui je te posais la question, je t'ai dit ok, j'ai une baguette magique, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu sais me dire ce qu'il faudrait? Alors tu l'as à peu près formalisé en me disant il faudrait qu'on me trouve un moyen d'atténuer les symptômes alors que je suis en ménopause naturelle, c'est un peu ce que tu me dis. C'est ça. Mais est-ce que tu sais le mécanisme qu'il faudrait stopper? Parce que c'est comment on fait pour stopper les hormones? Justement, c'est la ménopause artificielle. Ce qu'on appelle, c'est une injection de décapeptyle. Bref, normalement, c'est donné aux hommes pour le cancer de la prostate. Mais on a découvert qu'en l'injectant aux femmes, pour 3 à 6 mois selon la dose, ça a arrêté la femme. L'activité hormonale féminine. Donc œstrogène, progestérone, voilà, c'est... Plus rien. Plus rien. Mais c'est... Alors déjà, sur le long terme, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. On a le droit d'être sous ménopause artificielle via cette injection que 6 mois par an maximum. Donc 6 mois sur 12. Donc ça veut dire 6 mois, on recommence. 6 cycles, c'est ça. Etc. Et pour ceux qui veulent faire des multiplications, je vous encourage parce que c'est le nombre qui fait la douleur aussi. Exactement. Puis c'est sur le long terme, la répétition, tout le temps. Et mais là, par exemple, tu te demandais tout à l'heure, est-ce qu'on a les moyens au-delà de là où se trouve la recherche scientifique, au-delà des avancées, au-delà de ce qu'on découvre, de ce qu'on a encore à découvrir. Moi, je remarque une chose. J'ai mon chirurgien qui était à Paris. Je montais toujours à Paris, quel que soit l'endroit où je me trouvais, où je vivais, parce qu'on a beaucoup bougé. J'allais toujours à Paris pour le consulter. Et il est décédé. Donc là, maintenant, je me dis, je suis en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais essayer de trouver un spécialiste de la région. C'est la croix et la bannière. Il n'y en a pas. Il y en a 1 ou 2. Ils sont débordés. Arriver à joindre une secrétaire médicale, parce que c'est pas sur Doctolib qu'on prend rendez-vous avec eux, il faut passer par un secrétariat médical, ce qui est normal. L'ancienne. Ce qui est normal, parce qu'il faut expliquer son cas. C'est ça, c'est vrai. Exactement. Et en fait, je me dis, on habite quand même j'habite à côté de Nice, Monaco, je suis pas non plus isolée au fin fond de la France. Je suis pas dans un désert médical. Exactement. Et je me dis, si c'est compliqué comme ça ici en 2026. J'ose même pas imaginer ailleurs en France. On n'est pas... Même les centres antidouleurs, il y a des centres qui ouvrent. Mais c'est hyper compliqué d'y avoir accès. On est nombreuses. Et on commence justement à sortir de notre coquille, à se dire, ça suffit de souffrir, aidez-moi, et à justement chercher à joindre ces spécialistes et ces centres antidouleurs. Donc, il n'y en a pas assez. Et de toute façon, il va falloir former des médecins supplémentaires, des gynécologues supplémentaires. Donc, ça va prendre du temps, tout ça. C'est pas en 2 ans, c'est pas... Et ça veut dire, on continue la multiplication, mesdames et messieurs, ça veut dire encore des cycles, ça veut dire encore des jours de douleur qui s'accumulent les uns après les autres. Moi, alors, sans être encore une fois trop pessimiste, quand on m'a demandé à un moment donné, un jour, on m'a dit, mais qu'est-ce qui fait que t'en parles encore? Alors que oui, j'ai plus d'utérus. Encore une fois, je me dis, moi, je pense que pour moi, c'est pas que c'est foutu, mais la maladie a déjà impacté ma vie dans bien trop de domaines, professionnel, familial, social, aussi, les amitiés. Delphine, personnel, tous les pans de ma vie. Et même le travail. J'étais juriste. Jamais je pourrais, aujourd'hui, faire un 9h-21h au bureau. Impossible. Tous les jours. Impossible. Et pourtant, j'ai fait 8 ans de droit. Je veux dire, je suis pas devenue juriste par hasard. Je le voulais. Donc, des choses que je voulais, mais au plus profond de moi, la maladie m'a fauché en plein vol dans plein de domaines et a décidé à ma place dans plein de domaines. Et donc, je me dis, pour moi, honnêtement, je dois garder ma frustration, je dois aussi avancer malgré tout. Mais c'est pas pour moi que je parle, en fait. C'est pas pour... oui, pour les femmes de ma génération, bien entendu, un peu. Mais je me dis, on commence à avancer en âge aussi. Donc, c'est vraiment pour la génération qui arrive. De jeunes filles qui arrivent, de jeunes femmes qui arrivent. Oui. Et puis tu es maman d'une fille. C'est ça, exactement. Tu te dis, j'espère vraiment que justement, le temps qu'il faut pour que les choses avancent, j'espère vraiment que ce temps-là aura été mis à profit pour la génération des jeunes filles qui arrivent là. Ouais. Parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Il y a déjà trop de retard sur cette maladie. On n'a plus de temps à perdre. Ouais. Et en France, tu vois, Emmanuel Macron, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, avait dit que l'endométriose devenait une grande cause de santé publique en France et tout. Il y avait des commissions qui allaient être lancées, plein de choses. Et au final, même les associations sont déçues. Qu'en fait, il y a certainement une volonté politique. Mais derrière, ça avance pas beaucoup.
Et en fait, on espère vraiment que, je ne sais pas si c'est une histoire aussi d'intérêt, il faut un intérêt politique, un intérêt scientifique. Et parfois, je me dis que aujourd'hui, on essaie de le prendre en compte pour les femmes, mais que justement, on ne l'a pas pris en compte pendant des années parce que ça touchait que les femmes. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas que les femmes qui portent ce combat. Je pense que même les hommes qui vivent qui ont une sœur, qui ont une femme, qui ont une mère, qui souffrent de la maladie, se joignent au combat, vraiment. C'est ça qu'on peut te souhaiter, parce que ma question, généralement, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Parce que j'ai l'impression que sur ce qu'on pourrait te souhaiter, à toi, Delphine, on l'a compris là dans le temps qui vient de s'écouler où on a discuté ensemble, mais qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter alors peut-être plus à toutes celles qui, comme toi, souffrent aujourd'hui ? Parce que tu viens de le dire, on n'en parle pas assez, la recherche n'avance pas assez vite, il n'y a pas assez de moyens pour nous aider. C'est ça. Oui, effectivement, déjà qu'on connaisse mieux cette maladie en profondeur. Il faut continuer à l'étudier. Il faut continuer à l'explorer parce que je pense qu'elle surprend encore plein de spécialistes. Et c'est un fait, c'est pas juste... Et c'est à chaque fois qu'on arrête de penser que ce sont des cas isolés, à chaque fois. Ouais. C'est une maladie qui a plusieurs visages. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les médecins intègrent. Donc, moi, ce que je souhaite aux femmes qui sont atteintes d'endométriose, comme moi, qu'est-ce que je pourrais souhaiter ? Déjà qu'on les écoute, qu'on continue de les écouter. Je leur souhaite d'être bien accompagnées. Raccourcir le diagnostic, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai envie de dire, c'est arriver à trouver, quand on est une femme malade, chronique, donc sur le long terme, une activité professionnelle compatible. Ouais. Parce que ça aussi, c'est pas ça. Sinon, ça entraîne de la dépendance matérielle, et aussi affective. Ça peut être à avoir les deux. Se dire, toute seule, j'y arriverai pas. Ouais. Donc réussir à garder son indépendance tout en étant une femme malade. Ça aussi, c'est pas simple. Eh bien, merci Delphine, en tout cas, pour ce témoignage. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous. Oui. Et puis, bon courage. Merci, à bientôt. À bientôt.